D'accord. Donc, c'est parti. Et donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite bon Ramadan. Je suis ravi, très heureux de vous retrouver à travers cette technique de visioconférence. Dans cette première séance interactive, je dirais pas la première séance, mais c'est la séance interactive, la première séance interactive concernant notre matière qui est le droit pénal général. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est clair? Très bien. Alors, je suis désolé pour le retard enregistré par moi, bien sûr, concernant le démarrage de ces cours, mais vous devez savoir que j'assure 4 matières en cycle de licence. Donc, j'avais des difficultés, en plus d'autres matières que j'assure en master. C'est pour cela que j'ai pas pu donc commencer dans la date fixée, bien sûr, par l'administration. Mais on va tout rattraper, Inch'Allah. On va faire des séances de rattrapage et on va savoir et donc avoir une idée générale sur le cours que vous avez, que vous aurez bien sûr à préparer en ce qui concerne les examens que vous allez passer plus tard, Inch'Allah. Et à l'occasion, je vous souhaite bonne réussite. Je souhaite la réussite à tout le monde. Alors, cette première séance, on va la commencer par un petit aperçu concernant le droit pénal général, la définition du droit pénal général, qu'est-ce qu'on entend par le droit pénal général. Donc, on va donner aussi une idée générale sur l'histoire du droit pénal général marocain, du droit pénal en général marocain, puis quels sont quels sont les éléments constitutifs, bien sûr, de cette matière, quels sont les actes traités par le droit pénal, quel est l'objet d'étude du droit pénal, et on va passer après tout cela, après cet aperçu donc concernant le droit pénal général, on va passer à la première partie concernant à l'étude destinée à l'étude de l'infraction et du délinquant. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire par message et je vais bien sûr et à mesure y répondre. Alors, qu'est-ce que le droit pénal en général? Donc, on peut dire rapidement et de façon donc simple que le droit pénal est une branche. C'est la branche du droit qui termine, bien sûr, les actes susceptibles de troubler gravement l'ordre social et qui fixe leurs sanctions. Donc, c'est ça ce qu'on entend par le droit pénal. Et donc, c'est la branche du droit qui étudie, bien sûr, les actes, premièrement, qui détermine les actes susceptibles de troubler, c'est-à-dire les actes qui troublent la paix, l'ordre social, la sécurité des sociétés, et qui fixe, bien sûr, à travers cette détermination qui se fait par le moyen de l'incrimination, d'accord, de ce moyen, c'est-à-dire on détermine les actes susceptibles de troubler gravement l'ordre social par ce mécanisme d'incrimination qui se fait bien sûr par le législateur. Et aussi, c'est le droit et c'est la loi qui fixe les sanctions concernant ou bien les législateurs vis-à-vis de ces actes incriminés. D'accord? C'est en général, c'est le droit
de l'infraction et de la réaction qu'elle engendre. D'accord? Il s'agit d'une infraction, c'est-à-dire d'un acte qui est considéré par la société comme acte troublant l'ordre, la sécurité, la stabilité et l'ordre social. Et bien sûr, c'est ce droit, donc, ou bien ce trouble de l'ordre social engendre ce qu'on appelle la réaction, une réaction vis-à-vis de ce trouble. Donc, cette réaction parle bien de ce qu'on appelle la sanction pénale qui peut être soit une peine, soit des mesures de sûreté. D'accord? Je dirais aussi que le droit pénal, c'est l'ensemble, voilà une autre définition, le droit pénal, c'est l'ensemble des règles juridiques qui organisent, qui gèrent la réaction de l'État, bien sûr, vis-à-vis des infractions et des délinquants qui commettent ces infractions. Donc, le droit pénal en général, sans faire cette distinction entre droit pénal spécial et droit pénal général et procédure pénale, et l'ensemble bien constitue l'ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'État vis-à-vis des infractions et des délinquants qui commettent ou bien auteurs de ces infractions. Donc, cette réaction peut se diviser en trois types. Premièrement, donc le droit pénal, il est composé en général de trois branches. On a le droit qui s'intéresse à mettre en place des règles et des principes de base, des règles généraux et des principes de base concernant l'incrimination et donc la pénalisation. C'est et donc cette branche de droit, on l'appelle le droit pénal général. On a aussi une autre branche qui établit une liste des actes incriminés, d'accord, et les sanctions qui correspondent à ces actes incriminés, bien sûr, qui sont mis en place toutes les deux par le législateur marocain. C'est le domaine de la branche qu'on appelle le droit pénal spécial, c'est-à-dire la loi qui comporte, ou bien le droit qui étudie la liste des actes incriminés. Al-af'al al-mujarrama, majmou' al-af'al al-mujarrama, à savoir, comme exemple, le vol, l'escroquerie, le meurtre, les violences, le terrorisme et ainsi de suite. Donc, cette liste, disons, exhaustive d'actes incriminés par le législateur et aussi les sanctions qui correspondent à chaque infraction, bien sûr déterminée par la loi. On a aussi une autre branche. Donc, le droit pénal spécial, c'est la branche du droit pénal en général, du champ pénal, que vous allez étudier, Inch'Allah, en semestre 4. D'accord? On a aussi une autre branche qui s'intéresse à l'étude des procédures, c'est-à-dire comment établir la liaison entre l'incrimination et la sanction, c'est-à-dire comment mettre en mouvement le droit pénal spécial, comment appliquer les sanctions aux actes incriminés. Et aussi, bien sûr, comment réprimer et sanctionner les auteurs des infractions. Donc, cette démarche, le fait de sanctionner, de punir, de réprimer les actes commis par les personnes donc dans une société donnée, nécessite des procédures. Il n'est pas donné à tout le monde donc de punir toute personne ayant commis une infraction. Il faut l'intervention de l'État. C'est l'État qui a le pouvoir de sanctionner et donc bien sûr d'établir la responsabilité des auteurs de l'infraction. Donc tout cela nécessite des procédures, ijra'at,
Et c'est la branche du droit pénal qui s'appelle la procédure pénale qui s'intéresse à donc l'étude de ces procédures. Voilà les composantes du droit pénal en général. Donc, on a trois branches. On a une première qui s'intéresse aux principes de base, principes généraux, donc règles de base qui s'appliquent à toutes les infractions. C'est le droit pénal général. Et on a le droit pénal spécial qui s'intéresse aux différents types d'actes incriminés et sanctionnés par la loi. Et finalement, on a le droit pénal, la procédure pénale qui s'intéresse à l'étude des procédures mises en exécution afin d'arriver, bien sûr, à établir premièrement la responsabilité pénale des auteurs de des infractions, et finalement à les sanctions, c'est-à-dire lorsque on prononce par une juridiction l'accusation, la condamnation d'une personne qui a été soupçonnée ou bien poursuivie d'avoir commis une infraction. C'est la procédure pénale. Pour ce qui nous intéresse actuellement, eh bien, c'est le droit pénal général. Donc, la matière qu'on va étudier, c'est le droit pénal général. Et donc, premièrement, on va poser la question, qu'est-ce que, donc d'après cette classification, cette définition générale, qu'est-ce que le droit pénal général? Et donc, eh bien, on va dire tout simplement que le droit pénal général, c'est la branche du droit pénal qui s'intéresse et qui pose les principes de base, les règles et les principes généraux qui s'appliquent à toutes les infractions. D'accord? Al-mabadi al-amma. Donc, le droit pénal général, c'est la matière du droit qui étudie les principes de base, les principes généraux qui régissent donc l'incrimination et la sanction. En analysant cette définition, on va trouver que le droit pénal général comporte des principes concernant l'incrimination, al-tajrim, de base concernant la responsabilité pénale, donc comment attribuer l'acte incriminé est commis par une personne à son auteur, c'est-à-dire à celui qui l'a commise. Comment et quand est-ce qu'on peut punir une personne ayant été condamnée donc par une juridiction. C'est la question de la responsabilité pénale. Puis on a la sanction appliquée à tout auteur d'une infraction, à celui qui est condamné pour avoir commis une infraction, c'est-à-dire la peine et les mesures de sûreté. Donc, la sanction revêt porte deux formes. Premièrement, il y a la peine, al-uquba, et on a oui donc des mesures de sûreté. La peine, elle a pour objet de punir, de sanctionner l'auteur de l'infraction, mais les mesures de sûreté ont pour objet et visent à prévenir la dangerosité, le danger que renferme, bien sûr, et que représente l'auteur de cette infraction. Donc, on a deux types de sanctions. On a premièrement al-uquba et on a aussi les mesures de sûreté qui sont at-tadabir al-wiqa'iya en arabe. Donc, voilà le domaine et l'objet, premièrement la définition, mais aussi l'objet d'étude du droit pénal général. Donc, le droit pénal général s'intéresse à l'étude des principes généraux régissant premièrement le mécanisme aliyat al-tajrim, donc comment incriminer, quels sont les principes régissant cette incrimination qui fait qui se rapporte bien sûr au pouvoir de l'État,
à travers donc le pouvoir législatif, le sulta al-shri'iyya. Donc, et on a aussi les principes concernant la responsabilité pénale. Quand est-ce qu'on déclare une personne pénalement responsable de ses actes? C'est-à-dire, imaginez un enfant de moins de 12 ans qui a commis un acte incriminé par la loi, le vol par exemple. Donc, selon le droit pénal, cette personne, elle n'est pas pénalement responsable. D'accord? On ne peut pas le déclarer responsable et s'il est poursuivi, eh bien, on ne va pas appliquer des peines contre lui. Donc, on ne va pas on va pas prononcer par les juridictions, bien sûr, de juridiction pénale, on ne va pas prononcer des peines, mais on va lui appliquer des mesures, d'accord, qui visent à le rééduquer, à le corriger, d'accord? Donc, on ne le sanctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il est pénalement irresponsable. Donc, l'âge, donc, toute personne qui a moins de 12 ans, elle est pénalement, elle est irresponsable. Alors que celui qui a l'âge de plus de 18 ans, chaque personne ayant plus de 18 ans, qui a commis une infraction, donc elle sera déclarée responsable pénalement de l'acte qu'il vient de commettre. C'est ça, donc le droit pénal général s'adresse aux règles de base qui organisent cette question et qui régissent cette question de responsabilité pénale. Et finalement, on a aussi les règles et les principes généraux qui concernent la sanction. Comment, donc, quelles sont les sanctions que comporte le droit pénal? En général, on a des sanctions principales, des sanctions facultatives, accessoires. On a aussi des mesures de sûreté. Quand est-ce qu'on peut appliquer ces sanctions? Quelles sont les sanctions donc qu'il faut appliquer? Quel rapport entre les sanctions, c'est-à-dire les peines, et aussi les juridictions? Tout cela, donc, il est régi par le droit pénal. Donc, bref, je dirais que le droit pénal général est la branche du droit pénal qui s'occupe de l'étude des principes généraux, al-mabadi al-amma, concernant l'incrimination et la sanction. Al-Qanun al-Jina'i huwa فرع القانون الجنائي العام هو فرع من القانون الجنائي الذي يهتم بدراسة المبادئ العامة المؤطرة للتجريم والعقاب. Donc, c'est ça. C'est ça la définition du droit pénal général. Un petit peu de l'histoire concernant, et bien sûr, donc, l'importance du droit pénal en général. Le droit pénal, que ce soit droit pénal général, spécial et aussi procédure pénale, c'est une matière qui revêt une importance très énorme. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse premièrement à la protection de la sécurité et aussi des citoyens. Il préserve la sécurité, la paix, et il aussi protège l'ordre social. Il sert à maintenir, à protéger l'ordre social, al-nizam al-am. Aussi, il protège les libertés individuelles, d'accord? L'importance du droit pénal se voit dans le sens qu'il constitue une loi qui oriente les comportements des personnes. C'est-à-dire, il leur interdit de faire ça et, bien sûr, par conséquent, leur autorise les autres donc actes qui ne sont pas incriminés par la loi. Donc, c'est une façon d'orienter les comportements, les conduites, توجيه السلوك ديال الإنسان pour être en conformité, en accord avec, bien sûr, la société et les principes de la société. Aussi, le droit pénal
protège les valeurs, al-qiyam, les valeurs qui régissent la vie en commun au sein d'une société. Donc, c'est de cela qu'on peut voir l'importance, l'intérêt du droit pénal, que ce soit sur le point théorique, le plan théorique, ou aussi sur le plan pratique. Imaginez une personne qui a commis un vol, bien un meurtre. Eh bien, cet acte, il n'a non seulement donc causé ou bien porté atteinte à cette personne, à la victime de cet acte criminel, mais aussi il porte atteinte à la sécurité et à l'ordre social, à la stabilité, c'est-à-dire il déséquilibre, il cause, donc il déstabilise la société. Tout acte criminel commis constitue une menace à la société et aussi aux individus. D'où l'importance, bien sûr, du droit pénal en général. Donc, pour nous, on va s'intéresser, bien sûr, aux principes qui régissent ce mécanisme d'incrimination et de sanction, c'est-à-dire le principe les mécanismes de l'incrimination et de la sanction. L'évolution du droit pénal marocain, l'histoire du droit pénal marocain. Alors, donc on peut distinguer entre deux phases principales, deux époques. Premièrement, avant le protectorat, qabl al-himaya, donc avant l'indépendance, et à partir de l'indépendance. Avant l'indépendance, on peut diviser cette étape ou bien cette époque en deux périodes. Premièrement, avant le protectorat. Donc, avant le protectorat, eh bien, ce sont les règles de la charia. Les règles de la charia et aussi donc le droit pénal musulman qui ont été, bien sûr, appliqués. En plus du fiqh, surtout le fiqh al-maliki, le rite malikite. Donc, l'incrimination, à cette époque, elle était fondée sur la protection. Elle est basée, bien sûr, sur la protection des 5 valeurs fondamentales de la religion islamique, à savoir la protection de la religion, hifd ad-din, comment on les appelle en arabe, daruriyat al-khams, hifd ad-din, la protection de la religion, la protection de la vie, nafs, les biens, la protection du mal, wa al-aql, l'intellect, et aussi la procréation, al-nasl, hifd ad-din. Donc l'incrimination se tournait autour de la protection de ces 5 valeurs. On peut, dans ce cadre-là, et de ce fait, on peut diviser les sanctions en 3 catégories. On a les hudud, vous les savez, et les ta'azir et les qisas. Donc, l'aynu bil-ayn, was-sinnu bis-sin, wal-juruhu qisas. Pendant donc l'époque du protectorat, c'est-à-dire la période pendant laquelle le Maroc était malheureusement, donc c'est une période triste dans l'histoire de notre pays, c'est-à-dire lorsqu'il est soumis au pouvoir du protectorat al-himaya. Donc il y avait au début il y avait 2 types surtout de juridictions qui appliquaient 2 types bien sûr de lois. On avait des juridictions charia, donc musulmanes, qui appliquaient la sharia et le fiqh. On avait aussi le fiqh musulman, bien sûr, et surtout le fiqh al-maliki. On avait aussi des juridictions modernes. On a institué, c'est-à-dire l'occupant, le colonialisme, lorsqu'il est entré, il a donc introduit au Maroc, bien sûr, il a introduit des juridictions
dans le cadre de ce qui a été appelé auparavant donc l'innovation et donc des juridictions, pardon, des juridictions au Maroc. Et donc, il y avait des juridictions modernes, la modernisation des juridictions, et on avait donc des juridictions où on appliquait le droit pénal, surtout dans la période, pardon, la zone qui est située au milieu du Maroc, le milieu du Maroc. Donc, dans cette zone-là, on appliquait le droit pénal français. Au nord, on appliquait le droit pénal espagnol parce que les régions espagnoles ont été donc occupées par l'occupant et le colonialiste espagnol. Mais à partir de 1953, on va connaître une certaine unification, tawhid, donc des règles appliquées aux infractions. Donc, pour la première fois, on va voir donc l'application d'une seule loi, surtout au milieu à la zone donc du milieu du Maroc. C'est la loi de 1953 qui comportait à la fois un droit pénal de fond et un droit pénal et une procédure pénale. Le canon ديال 1953. Donc, cette loi, elle continuait à être appliquée quelques années après l'indépendance. Mais à partir de 1962, à partir de 1962, on va donc voir pour la première fois un code pénal, disons, entre guillemets, marocain, parce qu'il est premièrement appliqué sur tout le territoire marocain unifié, à savoir les régions du nord, du milieu et aussi du sud, et qui est promulgué par le législateur marocain. Mais cette loi qui continue et qui reste qui est en vigueur jusqu'à maintenant, c'est donc le Qanun Jina'i qui date de 1962. Elle est donc inspirée du législateur français, du code pénal français. Malheureusement, notre droit pénal, il est dans une grande partie inspiré du droit pénal français, surtout la loi de 1808, la loi dite la loi napoléonienne, Qanun Napoléon Bonaparte, qui a été appliquée en France à partir de 1808. Voilà, donc cette loi qui est la loi datant du 26 novembre de 1962, elle est en cours jusqu'à maintenant, elle s'applique jusqu'à maintenant, quoique elle a connu des modifications et aussi des enrichissements à travers plusieurs opérations d'amendement, et aussi d'enrichissement par des lois. Mais toujours, on a la loi datant de 1962 qui continue à être appliquée jusqu'à maintenant au Maroc. On a un projet de loi qui est soumis au Parlement, qui va apporter des amendements, ta'dilat, au code pénal actuellement. C'est le projet de loi numéro 1016. Malheureusement, donc, il n'a pas encore été promulgué. Et donc, toujours, on a la loi datant de 1962 qui est en cours et qui s'applique à toutes les infractions commises par toute personne se trouvant sur le territoire marocain. D'accord? Voilà rapidement donc l'évolution et l'histoire, un petit peu d'histoire concernant le droit pénal marocain.
On va parler aussi dans cette première séance de l'évolution de la répression, c'est-à-dire la réaction de la société à travers l'histoire, bien sûr, vis-à-vis de l'infraction, des actes qui constituent une infraction. Alors, à travers l'histoire, on a connu 3 étapes. On est passé donc par 3 étapes. Cette réaction vis-à-vis des infractions, la réaction sociale vis-à-vis des infractions, رد الفعل donc المجتمعي في مواجهة الجرائم contre le crime, il est passé par 3 étapes. La première, c'est l'étape qui est très ancienne, c'est l'étape de la vengeance. Puis on est passé à l'étape de la justice privée et finalement, actuellement, on vit donc dans le cadre d'une justice publique. Pourquoi une justice publique? Je vais vous l'expliquer. Alors, la première étape qui se rapportait, qui est très ancienne bien sûr, et qui se rapportait aux premières existences sur Terre, donc la première, donc la vie en commun, la vie collective, les premières donc formes de vie collective sur Terre. Donc, lorsque une personne est victime d'une infraction, eh bien toute la société, toute la famille qui réagit pour venger cette attaque, cette atteinte. Et c'est ce qu'on appelle la vengeance. C'est-à-dire que tout le monde va venger, la famille, tous les membres, surtout en ce qui concerne les tribus, c'est-à-dire les sociétés primitives, donc ou bien les formes primitives de la vie sociale. Donc, ce qui existait à l'époque, c'est comme réaction, bien sûr, vis-à-vis de l'infraction, c'est la vengeance. C'est-à-dire, tout le monde se dresse pour venger l'acte perpétré contre l'auteur, contre la victime. Après, on est passé à et avec l'évolution, bien sûr, et suite aux dégâts causés par la vengeance, parce que la vengeance ne s'arrêtait pas, et on rentre toujours dans des guerres interminables qui causent beaucoup de dégâts, que ce soit concernant des dégâts concernant la vie des êtres humains, et aussi dégâts personnels et dégâts aussi matériels. Et donc, suite à ces défauts, ces conséquences graves résultant de la vengeance, on a inventé, on est passé à une autre forme de réaction à la justice privée. Donc, on va passer à l'époque de la justice privée. Ce qu'on peut dire rapidement en ce qui concerne cette justice privée, c'est qu'il appartient à la victime, d'accord? Pendant l'époque de cette justice privée, c'est la victime qui va réagir et qui va appliquer la peine vis-à-vis de celui qui a commis l'infraction sur elle. Bien sûr, cette victime, elle est soutenue par sa famille et aussi par l'autorité qui existait. Donc, il appartient, toujours l'initiative appartenait à la justice. Et c'est pour la première fois, à la victime. Et c'est pour la première fois qu'on va connaître des formes modérées, des réactions modérées, mu'tadila. Pour la première fois, on va voir ce qu'on appelle donc l'indemnisation, l'indemnité, ta'wid. On propose à la victime donc des indemnités comme
donc comme façon de corriger ce dégât, d'accord, de remédier aux dégâts qu'il vient de subir à cause de l'infraction. Aussi, on va voir la naissance de ce qu'on appelle des mesures alternatives à la sanction, notamment la composition, donc à solh, c'est-à-dire c'est pour la première fois. On va voir les chefs de tribus vont proposer donc des filiations et vont réconcilier bien sûr l'auteur de l'infraction et la victime en proposant bien sûr à l'auteur de l'infraction de donner des semblants donc d'exprimer son repentir donc vis-à-vis de l'acte commis. Actuellement, donc, on est passé, donc, c'est la période de la justice privée, donc, elle existait ou bien régnait avant lorsque les hommes se sont réunis dans des cités et aussi des États, donc, et à partir de la naissance de l'État, on va passer, bien sûr, à ce qu'on appelle la justice. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Faites-moi un signe parce que j'ai remarqué un message. Les autres, vous m'entendez? Ça marche? Monsieur Ben Younes, est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Oui. Excusez-moi une minute. C'est bon maintenant, c'est bon? Ça marche? Est-ce que ça marche? C'est bon. Donc, je continue. Alors, je disais que à l'époque de la justice privée, on va voir une évolution concernant la réaction de l'État qui devient, pardon, la réaction vis-à-vis de la sanction, donc des communautés donc qui étaient à cette époque. Et pour la première fois, on va voir des formes atténuées par rapport à l'époque de l'avance. À titre d'exemple, donc on va avoir des propositions concernant la victime, on leur propose des indemnités, aussi des transactions
Donc, as-sulh, on propose des transactions entre l'auteur de l'infraction et la victime, et ainsi de suite. Mais à partir de la naissance de l'État comme institution, comme SSA, représentant tous les membres de la société, d'accord, on va passer à l'époque de la justice publique. Donc, dans cette époque-là, et à partir de ce moment-là, celui qui va assumer donc assurer la réaction vis-à-vis de l'infraction, c'est l'État à la place de la personne, c'est-à-dire de la victime de l'infraction. Donc, c'est pour la première fois que va l'État comme institution représentant tous les membres de la société qui va bien sûr gérer ce contentieux, si vous voulez, contentieux pénal. C'est pour la première fois que va donc l'État donc comme représentant vis-à-vis de la société vis-à-vis de l'auteur de l'infraction, et c'est elle qui va organiser, qui va gérer donc le procès pénal. Pendant cette époque, on va voir, surtout dans les législations latines, on va voir surtout en France, d'une institution qui va représenter la société et qui va parler en son nom et aussi donc agir en son nom pour bien sûr défendre l'intérêt public et aussi protéger l'ordre social. C'est l'institution du ministère public. Donc, Jihaz al-Niyaba al-Amma. Donc, le ministère public, c'est une institution qui représente la société, l'État, et qui va bien sûr défendre l'intérêt public causé par toute infraction commise par une personne. D'accord? Donc, voilà rapidement et en bref, c'est donc l'évolution de la répression vis-à-vis de l'infraction. Alors, en général, quels sont les axes étudiés par le droit pénal? Eh bien, on a, premièrement, on étudie l'infraction et le délinquant. Donc, dans ce chapitre, on étudie les classifications des infractions, puis aussi les grandes principes du droit pénal, c'est-à-dire les principes de base, les principes généraux, comme le principe légal, le principe de la légalité, on va voir après Allah, et aussi les éléments constitutifs de l'infraction. Donc, ce chapitre comporte qui est destiné à l'étude de l'infraction du délinquant. Il porte les classifications des infractions, les grands principes du droit pénal, les éléments constitutifs, à savoir l'élément légal et l'élément moral. On va voir après. Puis, donc, la responsabilité pénale, c'est-à-dire la question liée à la responsabilité du délinquant, d'accord, de l'auteur de l'infraction. On a une autre partie qui est donc dédiée à l'étude des sanctions. Et là, on a deux types de sanctions, comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est les peines et les mesures de sûreté. Les peines, on a deux types de peines. On a les peines principales, al-uqubat al-asliya, et les peines accessoires, al-uqubat al-idafiya. Et on a aussi les mesures de sûreté, at-tadabir al-wiqaïya. Maintenant, on va passer directement, si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Sinon, je peux m'arrêter pendant quelques minutes pour réagir à vos questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ce qu'on vient de voir tout à l'heure? Vous avez des questions? Ou bien on continue? Vous ne réagissez pas, mesdames, mesdemoiselles, mieux, vous ne réagissez pas. Alors,
Alors que la séance est interactive, donc qui, bien sûr, euh, dans laquelle, ou bien dans laquelle vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions, vous pouvez ajouter quelque chose, et ainsi de suite, d'accord? Vous pouvez même proposer quelque chose. Aucune réaction? Parfait, comme dit Monsieur Dedi, pardon, Mademoiselle Dedi, c'est bon. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va partir directement donc, au deuxième cours. On va rentrer dans l'objet du droit pénal général, voir la partie concernant l'infraction et du délinquant. On va commencer par la classification des infractions, puis on passe bien sûr à l'étude des grands principes du droit pénal, mais on va se contenter bien sûr dans ces principes, du principe de l'étude du principe légaliste, d'infraction, de l'incrimination et de la sanction. Alors, premièrement, on va commencer par la classification. Mais avant d'entamer cet axe concernant la classification des actions que comporte le droit pénal, une question donc qu'on voit importante à traiter au début concerne la définition de l'infraction. Donc, qu'est-ce que l'infraction? Si vous consultez le code pénal marocain, pour définition, qui dirait un caractère de sociologique plus que criminel, mais aussi vous trouvez dans l'article 110 du Code pénal une définition stricte du droit pénal. De l'infraction. Alors, l'article 1er du Code pénal dispose que la loi pénale détermine et constitue en infraction les faits de l'homme qui, à raison du trouble qu'il évoque, justifie, bien sûr, l'application à leur auteur des peines ou de mesures de sûreté. Donc, cet article, je le répète, la loi pénale détermine et constitue en infraction, c'est-à-dire incrimine. Ce sont des actes matériels, bien sûr. Parce que la loi pénale n'incrimine pas en général, donc en principe, les intentions. Mais on va voir des exceptions. Il existe des exceptions dans ce cadre-là. Donc la loi pénale détermine et constitue en infraction les faits de l'homme, af'al al-insan, qui a raison du trouble qu'il provoque. Donc, pourquoi il incrimine, pourquoi la loi pénale incrimine ces actes de l'homme? Bien sûr, la réponse est que ces actes, ils provoquent un trouble, bien sûr, c'est-à-dire ils produisent un trouble dans la société. Il déstabilise la société, il porte atteinte à la sécurité, à la stabilité au sein de la société. Et qui justifie, toujours dans cette définition, l'application, donc ces actes justifient l'application auteur des peines ou des mesures de sûreté. Donc la réaction vient de ces actes, soit par des peines ou bien des mesures de sûreté, ou bien soit les deux en même temps, peine et donc mesures de sûreté. Alors, je retiens de cette définition les faits de l'homme, donc les actes inclus, voir dans le code pénal marocain, et vous le verrez, Inch'Allah, en semestre 4, que la majorité, je dirais la majorité,
La plupart des actes incriminés, ce sont des actes commis par les hommes, donc les êtres humains. Il existe aussi des actes qui sont commis par une personne qu'on appelle les personnes morales, comme les sociétés, comme les associations. Ces personnes qu'on appelle des personnes morales, ils peuvent aussi, quoique ils ne sont pas des êtres humains, ils peuvent commettre des actes, et aussi le droit pénal comporte des actes incriminés concernant ces points. Donc, non seulement les actes et les faits de l'homme qui sont incriminés, c'est-à-dire des personnes physiques, mais aussi on trouve des actes et des personnes morales. Donc, en général, on peut dire que la loi pénale constitue en infraction les actes des personnes, qu'ils soient personnes morales ou personnes physiques, à raison, bien sûr, du trouble qu'il provoque et qui justifie, bien sûr, l'application à leur auteur des peines ou de mesures de peine ou de mesures de. On passe maintenant à la. Très bien. Donc, on passe maintenant à l'article 110 du Code pénal. Donc, l'article 110 du Code pénal marocain dispose que l'infraction est un acte ou une abstention, fi'l ou imtina', un acte positif ou bien un acte négatif, contraire à la loi pénale et réprimé par elle. Donc, selon cette loi-là, par cet article, l'article numéro 10 du Code pénal marocain, l'infraction, c'est quoi? Eh bien, c'est un acte, une abstention, fi'l ou imtina', qui est contraire à la loi pénale, c'est-à-dire qui est contraire aux dispositions de la loi pénale et qui est sanctionnée par cette loi. Donc, il ne suffit pas qu'elle soit contraire à la loi pénale, mais aussi, elle doit être incriminée, mais aussi sanctionnée par la loi pénale. Et c'est pour cela que vous trouverez, si vous consultez les actes incriminés, les infractions dans le code pénal, vous trouvez pour chaque infraction la sanction qui lui correspond. Par exemple, le meurtre simple, il est sanctionné par l'emprisonnement, la réclusion perpétuelle, السجن المؤبد. Et lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes, eh bien, il va être puni par la peine de mort. Donc, cette peine, elle correspond à l'acte qui est le meurtre. Donc, l'infraction est un acte. L'infraction, il y a fi'l ou imtina', l'acte, un acte de commission ou bien d'omission. Par exemple, à titre d'exemple, en ce qui concerne les abstentions, l'imtina'at, donc l'abstention de déclarer un nouveau-né. يعني الامتناع عن تقييد أو التصريح بولادة طفل. Ça constitue une abstention. Pourquoi? Parce que l'auteur ici ne fait pas un acte, ne commet pas acte matériel. Il se suffit seulement de s'abstenir, d'exécuter une obligation que la loi lui impose. Surtout les parents de ce nouveau-né. Donc, l'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi, par cette loi. Donc, dans la loi pénale, les articles qui se trouvent dans le code pénal et aussi on trouve aussi des discriminations dans d'autres codes et d'autres lois sociales. Donc, tout ça comporte le droit pénal. Voilà la définition donc de l'infraction. On passe maintenant aux classifications des infractions.
Alors, en étudiant le droit pénal et en consultant le code pénal, on va trouver plusieurs catégories et plusieurs types d'infractions. Du coup, on peut donc les classifier, ou bien il y a des groupes et des catégories d'infractions qui ont les mêmes caractères, qui ont des points communs. Donc, on entend par classification des infractions. J'ai un groupe d'infractions, des communs d'une donc catégorie, et de cela on peut parler de plusieurs façons de classifier d'infractions. Il y a plusieurs donc selon la doctrine et même aussi sur les lois pénales. Même le droit pénal, il classe, il divise les infractions en catégories. On va le voir tout à l'heure. Donc, on peut classer les infractions soit leurs éléments constitutifs, soit selon leur nature, soit selon leurs objets, l'objet donc de ces infractions, et aussi selon leur gravité. Et vous allez voir que la loi classe notre pénal et d'autres codes qui ressemblent et donc au droit et qui sont semblables au droit pénal marocain. Dans ce cadre-là, on trouve que le législateur classe les infractions selon leur, et à chaque catégorie il attribue des sanctions qui correspondent bien sûr au degré de gravité de ces infractions. Alors, on va commencer par la classification des infractions selon leur gravité. D'accord? Bien sûr, le critère utilisé dans cette classification, c'est la sanction. C'est-à-dire, on distingue entre les infractions selon leur sanction. Et dans ce cadre-là, si vous voyez le code pénal marocain, vous allez trouver qu'il parle soit de crime, soit de délit, soit de crime. Donc, ces trois termes renvoient à trois types d'infractions selon leur gravité. Les crimes, ce sont bien sûr les infractions qui sont sanctionnées par ces peines suivantes, à savoir la peine de mort, la réclusion perpétuelle, sijn al-mu'abbad, la réclusion à temps, c'est-à-dire sijn al-muhaddad en arabe, et dont la durée est entre 5 ans au minimum et 30 ans au maximum. D'accord? Et on a aussi la résidence forcée, on a l'iqama al-ijbariya, et on a la déclaration physique, tajrid min al-huquq al-wataniya. Donc, les crimes ce sont les actions qui sont sanctionnées par peine principale, c'est cette peine principale, à savoir la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps, donc résidence forcée et la dégradation civique, et aussi de mort. Donc, toute fraction qui est sanctionnée par la peine de mort ou bien par la peine, la réclusion perpétuelle ou bien la réclusion à temps. La réclusion, c'est en arabe as-sijn, différemment, donc, contrairement à ce que l'habs. Donc les termes, ils ont un sens très exact. Faites attention, et chaque terme correspond à un sens bien déterminé, d'accord? Et on a aussi la résidence forcée, l'iqama al-ijbariya, et la dégradation civique. Donc toute sanction, toute infraction sanctionnée principalement, c'est-à-dire à titre de sanction principale,
soit par la peine de mort, soit par la réclusion perpétuelle, soit la réclusion à temps entre 5 et 30 ans, soit par la résidence forcée, soit par la dégradation civique, eh bien, cette infraction, on l'appelle un crime. Je vous donne, voilà, alors, un petit exercice. Imaginez, par exemple, une infraction donc, qui est sanctionnée par 10 ans. 10 ans de réclusion. Comment peut-on appeler cette infraction? Dans quel type d'infraction? Oui, vous pouvez répondre. Comment peut-on appeler l'infraction sanctionnée par 10 ans d'emprisonnement? Pardon, de réclusion criminelle. Un petit exercice pour rompre ce monotonie. يلا شي زعيم ولا مرضي الوالدين. Une réponse, s'il vous plaît. J'attends une réponse. C'est simple. Allez-y. Tout simplement, c'est un crime. D'accord? Rappel, crime. Oui, oui. Zanou. Youssef, oui, oui, oui. Activez votre micro. Monsieur Zanou, Youssef. Vous pouvez parler. J'ai dit activer, pas désactiver. Alors, je réponds, je répète. Donc, les crimes, ce sont toutes les infractions qui sont sanctionnées, soit par la peine de mort, soit de la réclusion perpétuelle, de la réclusion à temps. Mais ici, il faut faire attention. La réclusion à temps, dont le minimum est 5 ans et le maximum est 30 ans de réclusion. Faites attention au terme. C'est un terme précis. Réclusion, je ne dis pas donc détention ou autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Ou bien sanctionné par la résidence forcée ou bien la dégradation civique. Et les sanctions, on les appelle des sanctions criminelles. D'accord? On a un autre type ou bien une autre catégorie toujours dans ce cadre, selon critères, on a ce qu'on appelle les délits, al-junah. Donc les crimes ou al-jinayat, les délits, ce sont les infractions. Oui, oui. Ce sont les infractions qui sont punies, soit de l'emprisonnement ou bien de l'amende à plus de 1200 dirhams, ou bien soit par les deux, d'accord? Si on a une infraction qui est sanctionnée par l'emprisonnement, regardez, avant on parlait de la réclusion, maintenant le habs, l'emprisonnement, on l'appelle en arabe al-habs, soit par l'emprisonnement, tout simple, donc tout court, soit par l'emprisonnement et l'amende qui dépasse donc de 1200 dirhams, de 1200 dirhams, soit par une amende seulement, soit par les deux, d'accord? Et donc la sanction, on l'appelle ici une sanction délictuelle. Donc on distingue entre, en ce qui concerne attendez, je reviendrai à ce point-là lorsqu'on finit cette classification. Les contraventions. Alors, les contraventions, ce sont toutes les infractions qui sont punies d'une amende variant ou bien donc entre 30 et 1200. Donc, le minimum est 30 dirhams et le maximum est 1200 dirhams. Et de la détention de moins d'un mois, c'est-à-dire donc la peine privative de liberté, l'uquba salib al-hurriya, est de moins d'un mois, aqall min shahr, d'accord? Donc toute infraction qui est sanctionnée
soit d'une amende entre 30 et 1200 dirhams, soit de la détention de moins d'un mois, soit par les deux. Eh bien, dans ce cas-là, on parle de contravention. Al-mukhalafat. Les contraventions, ce sont al-mukhalafat en arabe. Et la sanction, on les appelle sanctions contraventionnelles. Donc, ce qui concerne les infractions, on distingue entre, dans ce cadre-là, selon la gravité, on distingue entre crime, délit, contravention. En ce qui concerne les sanctions, on a les sanctions criminelles, عقوبات جنائية, sanctions délictuelles, عقوبات جنحية, et sanctions contraventionnelles. D'accord? Sanctions délictuelles et sanctions contraventionnelles. Donc, les sanctions criminelles, ce sont les sanctions des infractions dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire les infractions sanctionnées par donc la peine de mort, la réclusion perpétuelle et ainsi de suite. D'accord? Donc, quel est l'intérêt de ce critère? Eh bien, ce critère nous permet, cette distinction, cette classification nous permet de déterminer premièrement les juridictions compétentes pour connaître, et ça a constitué une question posée, une question de l'examen, posée l'année précédente. Donc, déterminer la juridiction selon la sanction de l'infraction. Donc, ce critère a des effets concernant, premièrement, la détermination des juridictions compétentes pour chaque type d'infraction. Alors, les contraventions, donc, je commence par les plus graves. Pour les crimes, la compétence, bien sûr, appartient à qui? À quelle juridiction? Bien sûr, à la chambre criminelle près la cour d'appel. Al-Ghurfa al-Jinaiya bi Mahkamat al-Istinaf. Donc, les crimes, ils seront donc connus par les juridictions, par la chambre criminelle près la cour d'appel. Donc, messieurs, c'est bon. Donc, les crimes reviennent à la compétence de la chambre criminelle près la cour d'appel. Par exemple, le meurtre, il va être étudié, et bien sûr, la juridiction qui va connaître de cette infraction, c'est la chambre criminelle près la cour d'appel. Tous les crimes, la catégorie de crimes, فين غادي يتحالوا على ويرجعوا للاختصاص ديال الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف. Pour les délits, et bien sûr, la compétence appartient aux tribunaux de première instance. Donc, ils vont être soumis à la compétence des tribunaux de première instance. المحكمة الابتدائية تنظر المحكمة الابتدائية. إذا الجنح شنو هما الجنح؟ هي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع باش soit par l'emprisonnement, ليس السجن, الحبس, l'emprisonnement, soit par l'amende de plus de 1200, soit par les deux, d'accord? Donc, ces infractions qui ont ces caractères-là, eh bien, ils feront la compétence et ils seront renvoyés aux juridictions de proximité ou bien de tribunaux de première instance. Donc, il y a des infractions, surtout les infractions, non, pardon, ça, je parle des contraventions.
pour les délits, ils appartiennent bien sûr où la compétence juridictionnelle appartient aux tribunaux de première instance. Donc, ils seront renvoyés aux tribunaux de première instance, le mahakim l'ibtidaïya. Alors que pour les contraventions, al-mukhalafat, eh bien, leur compétence, elle est partagée entre les juridictions de proximité, mahakim al-qurb, ou qada al-qurb, et aussi, c'est une section, bien sûr, de juridiction qui appartient au tribunal de première instance, mais qui connaît des infractions les plus, les moins graves, d'accord? Donc, et qui sont incriminés et sanctionnés par la loi 42-10, qui régissant cette juridiction de proximité. Et on a la compétence des tribunaux de première instance, c'est-à-dire les infractions, les contraventions les plus graves, les contraventions, al-mukhalafat, ils vont constituer, donc ils vont être renvoyés aux tribunaux et constituer la compétence des tribunaux de première instance. C'est bon? Est-ce que c'est clair cette division et cette classification et aussi les conséquences de cette classification? Alors, parmi donc les conséquences aussi et le résultat de cette classification, on trouve la question liée à l'instruction préparatoire, at-tahqiq al-i'dadi. Ça, vous allez le voir. Donc, la compétence d'Al Qadi al-Tahqiq, c'est une institution qui instruit, qui fait donc qui fait ce qu'on appelle l'instruction préparatoire à tahqiq al-i'dadi. Et donc, des fois, on trouve que le passage par l'institution de juge d'instruction est obligatoire. Des fois, cette instruction préparatoire est facultative. Alors, l'instruction, selon cette classification, l'instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes, seulement pour les crimes sanctionnés de peine de mort, المعاقب عليها بالإعدام, بالسجن المؤبد, peine de mort, ou bien lorsque la peine maximale est de 30 ans de réclusion. C'est-à-dire toutes les infractions qui sont soit sanctionnées par la peine de la peine de mort, يعني معاقب عليها بالإعدام, soit de la réclusion perpétuelle, بالسجن المؤبد, soit par une sanction, donc une réclusion à temps, mais dont le maximum est de 30 ans. كاع العقوبات اللي كيكون كاع الجرائم اللي كيكون العقوبه ديالها الماكسيموم ديالها 30 سنه. Donc l'instruction est obligatoire pour cette infraction. Aussi, par l'instruction préparatoire est obligatoire en ce qui concerne bien sûr aussi les crimes commis par les mineurs. Tous les crimes, bien sûr, commis par les mineurs, dans ce cas, les mineurs hum al-ahdath, c'est-à-dire les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans. D'accord? اللي عندهم قل من 18 سنة. Donc, les crimes commis par les mineurs, l'instruction concernant ces crimes est obligatoire. Et aussi pour les délits. Donc, en ce qui concerne les délits, l'instruction est obligatoire en vertu d'une disposition spéciale de la loi. C'est-à-dire lorsque la loi dispose clairement que l'instruction est obligatoire dans cette infraction. Et c'est rare qu'on trouve. Il n'y a pas beaucoup d'infractions où l'instruction est obligatoire, où il y a une disposition claire qui dit que l'instruction est obligatoire dans ces délits. Et donc, je répète, donc l'instruction préparatoire كتكون obligatoire. إلزام يفاش في الجرائم اللي كيكون في الجهات التي يعاقب عليها باش la peine de mort,
les crimes sanctionnés de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle et aussi de la peine dont le maximum est la réclusion à temps dont le maximum est de 30 ans de réclusion. Aussi pour les crimes commis par les mineurs. Et en ce qui concerne les délits, l'instruction, le principe, elle est facultative et elle n'est donc obligatoire qu'en vertu d'une disposition. يعني تنصيص صريح من طرف القانون. خصنا نلقاو في النص أن التحقيق إلزامي في هذه الجريمة. Donc, à part ces cas-là où l'instruction est obligatoire, eh bien, pour le reste, l'instruction préparatoire est facultative. Pour les autres crimes, facultative, non, facultative pour les autres crimes et les délits commis par les mineurs. Ainsi, donc, pour les délits الجنح dont la peine maximale يعني العقوبة أو الحد الأقصى ديال العقوبة هو 5 سنوات أو أكثر, d'accord, est égal ou supérieur à 5 ans. On a aussi une autre conséquence, cette conséquence est procédurale et aussi donc elle porte aussi même sur l'objet. Donc la prescription, c'est-à-dire التقادم, le délai de prescription de cette infraction dépend des types d'infractions. Il est de 15 ans pour les crimes, 15 ans à partir de la commission de l'infraction, de 4 ans pour les délits et de 1 an pour donc les conventions. Qu'est-ce que c'est que la prescription? La prescription, c'est le fait à partir d'un délai déterminé par la loi, on ne peut pas, si on n'avait pas auparavant donc poursuivi l'auteur de l'infraction, on ne peut pas le poursuivre et le juger. C'est la période à partir de laquelle il est interdit de poursuivre et de juger une personne ayant commis une infraction si on n'avait donc déclenché cette poursuite avant. Donc, à partir de 15 ans, pour les crimes, on ne peut pas poursuivre l'auteur d'un crime. À partir de 4 ans, on ne peut pas poursuivre et juger l'auteur d'un délit. Et à partir d'1 an, on ne peut pas poursuivre et juger donc l'auteur d'une contravention. Donc, les délits se prescrivent, à partir de 4 ans de sa commission, de la date de sa commission. Les crimes se prescrivent, à partir de 15 ans de la date, bien sûr, de leur commission, et les contraventions se prescrivent à partir de 1 an de la date de leur commission. Donc, يعني إلا ما كانش المتابعة بعد في داخل هذه السنة بالنسبة للمخالفات إلا دازت سنة وما تمش المتابعة صافي كتقادم, يعني on aura le ministère public et les autres donc et la victime de l'autre de l'action ne peut pas donc engager une poursuite contre l'auteur de l'infraction. Donc il faut mettre au mouvement de l'action avant avant 1 an de l'action de l'infraction. D'accord? Alors ça, ce sont les conséquences qui résultent de cette classification, qui est donc la classification basée sur la dureté et la gravité de l'infraction. D'accord? Donc, on distingue, je rappelle, selon ce critère, on distingue entre 3 types d'infractions. On a les crimes, les délits et les contraventions. Les crimes, ce sont les infractions qui sont sanctionnées par la loi, bien sûr, soit la peine de mort, de la peine, la réclusion criminelle, la réclusion à temps, dont le minimum
5 ans et donc 30 ans, le minimum, donc la résidence forcée et aussi la dégradation civique. الإقامة الإجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية. Donc c'est ça le crime. On a aussi les délits, l'infraction sanctionnée par la loi bien sûr, de l'emprisonnement ou bien de l'amende dépassant 1200 dirhams ou bien les deux. Les contraventions, ce sont les sanctions. Ce sont les infractions sanctionnées d'amende entre 30 dirhams comme minimum et 1200 comme maximum, et aussi la détention de moins d'un mois, ou bien l'une de ces deux sanctions. Cette classification donc entraîne des résultats, à savoir des résultats liés à la compétence juridictionnelle, l'ikhtisas al-qada'i, des résultats liés aussi à l'instruction préparatoire, et des résultats liés à la prescription. En ce qui concerne la compétence juridictionnelle ou bien judiciaire, donc les crimes font la compétence de du code de la juridiction de proximité. On a aussi donc la partie, le reste des contraventions. Donc ils font la compétence et constituent la compétence des juridictions, des tribunaux de première instance. On a parlé aussi donc de la conséquence liée à l'instruction, et aux prescriptions. Je m'arrête là, et je vous donne un autre rendez-vous pour poursuivre ce cours-là. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer, cette partie de cours. Et maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions avant de nous quitter. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous programmer, Inch'Allah, j'essaierai, Inch'Allah, de vous programmer une autre séance pendant cette semaine pour rattraper le retard. Et donc, espérons que j'aurai le temps pour la programmer et aussi que les circonstances soient donc adéquates pour, bien sûr, donc assurer cette séance-là. Sinon, je vais vous publier, vous déposer l'examen de l'année précédente qui porte sur cette partie qu'on a étudiée concernant le classement et la classification des infractions selon leur gravité. Vous vous entraînez, essayez de répondre aux questions liées à cette partie, comme façon donc de vous entraîner et de vous préparer, et aussi donc d'appliquer ce que vous avez vu pendant cette séance. D'accord? Donc, à partir de demain, Inch'Allah, vous trouverez l'examen
dans la plateforme et essayer donc, de répondre aux questions liées à la classification. Donc, j'ai proposé un cas pratique qui porte sur les résultats et les conséquences de la classification des infractions selon leur gravité. Oui, Monsieur Benounes, vous voulez parler? Vous voulez dire Oui, quelque chose? Oui. oui, monsieur. J'ai deux petites questions, si possible. Oui. La première, c'est Oui, allez-y. que, normalement, est-ce que les délais sont normalement sanctionnés de l'emprisonnement entre 30 et 5 ans? Et la deuxième J'ai pas question, bien entendu. Non, j'ai pas entendu. Je vous ai pas bien entendu. Est-ce que vous d'accord, pouvez monsieur. répéter votre question? Avec plaisir, monsieur. D'accord. Concernant les délais, est-ce qu'ils sont normalement Oui, des délits. sanctionnés? Oui. Est-ce Malheureusement, que ils s'en coupent. est-ce Je qu'ils vous sont écoute pas normalement clairement. sanctionnés de l'emprisonnement entre 30 et 5 ans? J'ai pas compris. J'ai pas entendu votre question. Est-ce que vous pouvez l'écrire sous forme de message? D'accord. Essayez de l'écrire. Oui, parce que le sang coupe. D'accord? Je reçois pas votre parole clairement. Les autres, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. La première question, c'est que est-ce que les délais sont normalement Oui. sanctionnés de l'emprisonnement entre 30 et 5 ans, et 5 ans? 30 et 30, non, 30 jours, ça veut dire un mois. entre un mois, oui, Et 5 et ans. Et 5 ans. 5 ans, oui. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. J'ai compris maintenant. Votre deuxième question? Quelle est la différence entre la responsabilité pénale et la capacité Mhm. juridique? Oui, responsabilité pénale et capacité juridique. Très bien. Oui, Merci. je vous en prie. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Écrivez vos questions si vous voulez, ou bien vous pouvez euh, donc la dire. Oui, oui. Fadeli, Nisrine, vous êtes en train d'écrire quelque chose? Alors, pour répondre à toutes les questions, vous pouvez écrire vos questions. D'accord. Alors, la
première question concernant donc les délits. Eh bien, donc, on a dit que les délits, ce sont les infractions qui sont sanctionnées par l'emprisonnement. Et donc, monsieur, votre collègue a posé la question concernant l'emprisonnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par l'emprisonnement? Donc, l'emprisonnement, c'est la sanction donc privative de liberté qui entre comme minimum 1 mois jusqu'à 5 ans. Donc, le minimum, c'est 1 mois et le maximum, c'est 5 ans d'emprisonnement. Sauf le cas de la récidive, donc qui reste toujours là où l'infraction s'aggrave, la sanction s'aggrave et il peut doubler, mais l'infraction garde toujours sa même qualification. Elle devient toujours, elle reste toujours donc un délit. Et aussi, donc, on a 2 types de délits. On a délit de police, العقوبات donc الجنح الضبطية والجنح التأديبية on a. Donc on a les délits correctionnels et les délits de police. Donc pour les infractions qui sont sanctionnées par donc une peine d'emprisonnement qui dont le maximum est 2 ans. Au moins, donc, cette infraction, on l'appelle, ou bien ce délit, on l'appelle un délit de police. عقوبة أو جنحة ضبطية. L'infraction que la loi, bien sûr, punit d'une peine d'emprisonnement, donc lorsque l'emprisonnement dépasse ce maximum, c'est-à-dire de plus de 2 ans jusqu'à 5 ans, et peut-être plus en ce qui concerne des infractions dont la loi détermine, des délits dont la loi détermine des sanctions plus que 5 ans, comme par exemple l'infraction douanière, l'infraction donc liées, quelques infractions liées à la consommation donc de drogue. Dans ce cas-là, on l'appelle ce délit, on l'appelle un délit correctionnel. Délit correctionnel. Junha ta'dibiya. Donc on distingue en ce qui concerne les délits entre délits de police, c'est-à-dire les délits sanctionnés de moins de 2 ans comme maximum ou bien moins de 2 ans. Et on a les délits correctionnels, ce sont les délits et les infractions donc sanctionnées d'une peine entre 2 ans, plus de 2 ans comme minimum jusqu'à 5 ans. Voilà donc la distinction. Donc, mais en général, le délit, c'est l'infraction sanctionnée d'un emprisonnement, et l'emprisonnement, il est entre plus de 1 mois, donc jusqu'à 5 ans, en principe, en général. Il y a des exceptions, mais en général, donc l'emprisonnement, c'est la sanction privative de liberté entre donc 1 mois comme minimum, ou bien plus de 1 mois comme minimum, jusqu'à 5 ans comme maximum. D'accord? En plus de l'amende qui est de 1200. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, comment peut-on distinguer entre responsabilité pénale et capacité juridique? Alors, en droit pénal en général, on s'intéresse à la responsabilité, donc المسؤولية الجنائية. Alors qu'on ne parle de la capacité juridique, الأهلية القانونية, que dans le champ civil, الميدان المدني. Donc, par exemple, pour les personnes, donc ils ne peuvent pas exercer, par exemple, le commerce, et ils ne peuvent pas faire donc des actes à caractère donc pécuniaire, يعني تصرفات مالية, que en ayant ce qu'on appelle la capacité juridique, يعني الأهلية القانونية.
et on distingue entre plusieurs catégories de cette capacité. Donc, cela ne s'applique pas dans le droit pénal. En ce qui concerne le droit pénal, on parle de la responsabilité pénale. C'est-à-dire, est-ce que la personne est pénalement responsable? Quand est-ce qu'il sera pénalement responsable? Il sera, premièrement, lorsqu'il est âgé de plus de 18 ans, donc lorsqu'il a, 18 ans ferme, d'accord? 18 années grégoriennes fermes. 18 سنة عندما يبلغ 18 سنة شمسية كاملة, d'accord? Dans ce cas-là, on dit que il a une responsabilité totale, complète, مسؤولية جنائية, donc كاملة. Donc, il répond de ses actes et on lui applique les sanctions donc correspondant aux infractions qu'il vient de commettre. Alors que si cette personne ou bien si l'auteur a moins de 18 ans, dans ce cas-là, il faut voir est-ce qu'il a donc plus de 12 ans, c'est-à-dire est-ce que son âge dépasse 12 ans ou bien et ne dépasse pas 18 ans ou bien il ne dépasse pas 12 ans. Donc, lorsque celui qui a l'auteur de l'infraction, donc il dépasse 12 ans, d'accord, et il n'arrive pas à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire son âge est entre 12 ans et 18 ans, dans ce cas-là, on parle de personnes dont la responsabilité n'est pas complète, est partielle, مسؤولية جنائية ناقصة, d'accord? Et dans ce cas-là, la sanction ne sera pas comme celle appliquée à la personne qui a 18 ans ferme ou plus, et aussi on lui applique aussi d'autres mesures. Alors que celui qui a moins de 12 ans, d'accord, qui n'a pas l'âge de 12 ans, c'est-à-dire un mineur hadath, qui n'a pas donc plus de 12 ans, dans ce cas-là, même s'il il a commis une infraction, donc il sera déclaré irresponsable, non responsable, d'accord? Cet âge est un facteur de non-responsabilité. Et donc, dans ce cas-là, il ne sera pas déclaré pénalement responsable. Et s'il est jugé, il va être dispensé, d'accord? Mais ça n'empêche bien sûr d'appliquer sur lui des mesures de sûreté, c'est-à-dire donc et surtout des mesures de rééducation, d'éducation. On le place dans un centre de rééducation, de التربية والتهذيب et ainsi de suite. Donc, et lorsque la personne, ça on va voir lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, à l'étude des causes des faits justificatifs, أسباب التبرير والإباحة, des fois la personne lorsqu'elle est contrainte, تم إكراهها على ارتكاب الفعل, lorsque la personne n'a pas la volonté, d'accord, et n'a pas le discernement, dans ce cas-là, on dit que sa responsabilité est donc écartée, responsabilité pénale écartée. On va voir tout cela en détail lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, à l'axe qui concerne et qui se rapporte au fait justificatif. Mais en général, on dira que la responsabilité, ce qui compte pour la responsabilité pénale, c'est premièrement l'âge. Donc, toute personne ayant plus de 18 ans, ou bien 18 ans ferme et plus, et qui a le discernement, la volonté, il sera responsable pénalement de ses actes et il répond de tous ces actes qu'il vient de commettre, bien sûr. Alors que la capacité juridique, on n'en parle pas, et on ne parle pas en ce qui concerne le droit pénal. Pourquoi? Parce que le droit pénal s'intéresse à la sanction.
c'est une loi sanctionnatrice. Et c'est un droit sanctionnateur. Il s'intéresse aux actes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité, bien sûr, de la société et aussi au maintien de l'ordre social et à la préservation des libertés individuelles. Mais la capacité juridique, ça se rapporte bien sûr aux actes qui sont donc faits par, bien sûr, les personnes, les particuliers, dans le cadre civil, d'accord? Mais aussi, j'ajoute un point. Pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Tout à l'heure, et la personne morale. Donc, la personne morale, pour qu'on parle d'une personne morale, il faut que cette personne morale, et pour engager sa responsabilité pénale, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle la capacité juridique, c'est-à-dire la compétence d'être donc responsable de ses actes et de répondre de tous ces actes et d'assumer la responsabilité donc des actes qu'elle a effectués, les actes bien sûr civils. Donc la capacité juridique, on n'en parle pas en droit pénal, on parle plutôt de responsabilité pénale. On s'intéresse à la responsabilité pénale. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, eh bien, donc on va se quitter, on va arrêter cette session, finir cette session. Je vous donne, Inch'Allah, un autre rendez-vous. J'espère, bien sûr, qu'il sera, Inch'Allah, pendant cette semaine pour rattraper le retard. Sinon, je vous promets que je vais donc faire le maximum possible pour rattraper ce retard et donc vous donnez tous les cours et le maximum de ce que vous aurez besoin, de ce dont vous aurez besoin, bien sûr, en ce qui concerne les examens qui vous attendent, Inch'Allah, à la fin de ce semestre. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon soir et bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.